Donc, comme vous le savez, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, disait le poète Paul Éluard, et je pense que le rendez-vous de ce soir est un mélange de joie, de fierté, de gratitude et d'espoir. Et en préparant cette intervention, je me remémorais un autre rendez-vous, c'était en 1993 avec Christian et le général Jean Pichot-Duclos, car l'innovation, c'est toujours une histoire de couple. Et je peux vous assurer que passer 5 ans avec, d'un côté, un ancien para passé par le grand jeu du renseignement militaire, et un expert de la guerre économique passé par le militantisme Mao, ça laisse des traces, pour ne pas dire des marques, indélébiles. Mais attention, parce que si adhérer à un projet, c'est une chose, intégrer véritablement leur culture et les grilles de lecture qu'ils proposent, c'en est une autre. Et je pense que j'aurais mis à peu près une vingtaine d'années avant de comprendre finalement où j'étais tombé en 1993. Et encore. Voilà. Donc Intelco, comme ça a été dit, ça a été rappelé, a défriché le terrain en créant effectivement un certain nombre de formations, Poitiers, que je dirige actuellement, et puis surtout, un an après, l'école de guerre économique. Et là, je me souviens, avec Christian, le général, Laurent Assid, ici présent, ces scènes totalement surréalistes où vous présentez un programme qui ne rentrait absolument pas dans les cases académiques, où il était question de rapports de force, de combat, ou même à un moment, je sais que ça ne se fait plus, il y avait même des profs qui venaient faire des exercices pour bloquer des étudiants dans un escalier et puis voir comment ils allaient se débrouiller. Donc c'est totalement surréaliste. Effectivement, comme l'a dit Christian, personne n'y croyait, enfin pas grand monde à part lui bien entendu. Et évidemment, comme tous les projets impossibles, ça a réussi, ça vous le savez. Voilà. Donc ça, c'était bon de le rappeler. Alors moi, je me suis intéressé, comme j'ai un pied à la fois dans l'histoire, très modestement, de l'EGE, et puis surtout un pied à 350 km, je me suis dit finalement, comme toujours les universitaires, on aime bien questionner les évidences. Et je me suis dit, mais finalement, pourquoi ça a réussi l'EGE? Et puis, c'est quoi l'EGE aujourd'hui? Voilà, vu de l'extérieur. Alors, je pense d'abord que l'EGE, ça a réussi parce que vous avez été capable, Christian, son équipe, et puis vous tous ici présents, vous avez été capable de réaliser ce qu'on appelle une synthèse stratégique. C'est à la fois une stratégie d'engagement et une stratégie de contrôle. La stratégie d'engagement, c'est assez désagréable, ça consiste à déstabiliser son environnement et à déranger les pierres. Et là, pour le coup, c'était les pierres d'un édifice bien établi, qui préfère sa cohérence interne à la quête de sens. Voilà. Donc déranger cet édifice, en général, ça ne se passe pas très bien. Et quand on veut déranger un édifice, on commence par dire des gros mots. Alors les gros mots, vous les connaissez tous, c'est intelligence économique, guerre économique, rapport de force, intérêt de puissance, ou pire, attention, patriotisme. Mais il y a pire que les gros mots. Au bout d'un moment, il y a prendre les autres au mot. Et là, alors, libre-échange, mais alors pourquoi protégez-vous vos secteurs stratégiques, vous les Américains, quand vous interdisez aux autres de le faire? État stratège, là on se tournerait plutôt vers la France, État stratège, chiche. Mais quel État? Et avec quels moyens? Ou alors synergie publique-privée, vraiment? Dans combien d'années? Donc évidemment, ça dérange, ça agace, et parfois même, ça relève de la subversion. Donc à côté de cette stratégie d'engagement, il faut mener ce qu'on appelle une stratégie de contrôle. Et là, ça va consister à restabiliser son environnement, évidemment, à son avantage. Reconnaissance de la qualité du diplôme de l'EGE par les entreprises d'abord, puis plus récemment par le RNCP, lentement mais sûrement par le monde académique, et même par certaines institutions étatiques, par des alliances internationales, et enfin par des investisseurs privés de poids. Engagement et contrôle, donc. Mais, bon, l'école de guerre économique ne saurait évidemment se résumer à cette synthèse stratégique. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais ouvrir un peu le capot, en tout cas, tel que je l'imagine de cet ovni, pour essayer de comprendre, finalement, ça veut dire quoi aujourd'hui, EGE? Et ça va vous étonner, c'est assez puissant. Finalement, l'EGE, c'est une école. Alors, d'accord, vous allez dire, bah oui, facile, il a juste regardé le titre. Mais non, c'est pas si sûr, parce qu'il ne suffit pas de dire pour être. Et beaucoup d'écoles qui portent le nom d'école ne sont plus des écoles, ou ne sont pas des écoles. Et donc, je me suis posé la question, finalement, c'est quoi une école? C'est quoi une école? Et pour moi, une école, c'est en fait cette capacité qu'on va avoir à articuler ou à trianguler, si vous préférez, 3 éléments clés. Le premier élément, c'est une doctrine. Le deuxième élément, c'est une culture. Et le troisième élément, c'est une communauté. On pourrait d'ailleurs appliquer cette grille de lecture à l'école publique, par exemple, ce serait intéressant de savoir si c'est encore une doctrine, une culture et une communauté. Donc, une doctrine. Bon, la doctrine, vous le savez, c'est des principes, des idées qui te permettent de se forger une conception du monde, comprendre le monde,
de constituer bien sûr un système d'enseignement, hein, toute doctrine a ensuite bien entendu ses profs, et puis de former des règles de pensée et d'action. C'est pour ça que je pense qu'on ne fait pas le GE par hasard, ou on ne fait pas le GE parce qu'on a choisi entre plusieurs formations. Voilà. Je pense que le GE est incomparable, est unique effectivement, parce que c'est la seule école aujourd'hui qui est, c'est pour ça sûrement qu'elle a été reconnue par les États-Unis, comme ça a été dit dans le petit film, par les Américains. Les Américains qui savent très bien ce que c'est qu'une doctrine. Voilà. Donc faire le GE, c'est adhérer d'abord à l'idée que l'économie, elle est traversée par des rapports de force, des intérêts de puissance, et qu'on est bien loin de la vision volontairement simpliste de la doxa néolibérale. Et puis faire le GE, bien sûr, c'est accepter de remettre en question certaines grilles de lecture, et c'est pas facile, hein. Je peux vous assurer, quand je suis arrivé avec Christian Arbelot et le général Pied-Duclos, c'était les années 90, on avait été quand même formés et formatés aux grilles de lecture et des économistes de l'époque, et changer de grille de lecture, c'est beaucoup plus difficile qu'on ne croit. Donc s'aventurer dans d'autres univers parallèles, comme par exemple ceux des échiquiers invisibles, bien sûr. Donc une doctrine, mais c'est aussi une culture. Une culture, vous allez me dire, du renseignement, bien sûr, ou une culture de l'écrit, hein, très, très importante, mais au-delà, pour moi, le GE, c'est surtout une culture du combat. Donc un combat qui a su allier les deux grands courants de la stratégie, la force et la ruse, trop souvent séparés. Un combat loyal, bien sûr, et je sais que ça tient beaucoup à cœur de Christian, un combat éthique, hein, c'est-à-dire la victoire ne peut pas être à n'importe quel prix. Enfin et surtout, un combat, évidemment, collectif, qui est basé sur le réseau. Vous savez, le réseau, c'est cet effet de levier qui permet d'élever le moi à la puissance nous. Enfin, donc, une doctrine, une culture, et enfin, et vous êtes là pour le prouver, une communauté. Et je pense que la double culture militaire et militante des deux fondateurs de l'EGE n'est pas, d'ailleurs, n'y est pas pour rien. En somme, je pense que vous avez réussi à créer une fraternité d'armes, et c'est finalement, je pense, l'essentiel. Donc après le saut de haie, c'est la course de relais, mais par contre, évidemment, vous le savez, c'est une course sans fin, une course qui ne s'arrêtera jamais. Alors voilà, je vous souhaite un bon anniversaire, et puis surtout, longue vie à l'EGE.